Hello et bienvenue dans le podcast de No Rain No Flower. No Rain No Flower, c'est l'idée qu'il n'y a pas d'arc-en-ciel sans orage, pas de bonheur sans peine, pas de courage sans peur, pas de belles fleurs sans pluie. Je suis Mathilde et je vous partage mon expérience dans les troubles alimentaires pour vous aider à vous libérer de ces troubles qui vous gâchent la vie. Je suis très contente de vous retrouver pour un nouvel épisode de podcast. J'aime beaucoup en vrai tourner des épisodes de podcast, je trouve ça vraiment très fluide, très spontané comme type de contenu. N'hésitez pas à me dire aussi si vous aimez bien ce type de contenu, ça me permet aussi de savoir si je continue, si c'est quelque chose que vous aimez bien, et voir même si j'augmente la fréquence. N'hésitez pas aussi à me mettre une note, votre avis sur Apple Podcast ou sur la plateforme que vous utilisez pour écouter, parce que ça me permet de me soutenir, et puis ça me permet aussi de rendre visible mon contenu pour d'autres personnes à qui ça pourrait être utile. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour parler du SRI. Donc qu'est-ce que c'est le SRI ? C'est le syndrome de renutrition inappropriée. Donc peut-être que vous l'avez entendu sous le nom de syndrome de réalimentation, refeeding syndrome, ça c'est le terme anglais. Mais du coup, le vrai terme, entre guillemets, le terme officiel médical, c'est syndrome de renutrition inappropriée. Et je pense que pour aller plus vite, je dirais SRI. Ça sera plus simple. J'ai hésité à en parler parce que c'est quand même assez médical et assez du coup technique entre guillemets, je veux dire il y a des termes qui sont quand même assez compliqués, mais c'est vrai que c'est aussi un sujet que vous m'avez demandé, enfin que pas mal d'entre vous m'ont demandé. Donc du coup je me suis dit allez, je vais me documenter à fond, donc j'ai lu des revues académiques, scientifiques pour vraiment pas dire n'importe quoi, être la plus précise possible. Donc je mets toutes mes sources en commentaire, vous pouvez aussi les retrouver dans le bas de l'article de blog qui correspond à cet épisode de podcast, qui s'appelle tout simplement le syndrome de renutrition inappropriée, dans les troubles alimentaires. Par contre, je rappelle quand même, je le dis très souvent, donc vous le savez maintenant, mais je suis pas médecin, pas infirmière. J'ai pas fait d'études même dans le domaine médical, donc à chaque fois je donne mon expérience en tant qu'ex-anorexique, comme survivante des troubles alimentaires, mais je ne suis pas médecin, donc le mieux est d'avoir un avis évidemment par un médecin qui est spécialisé, même au moins le médecin traitant, même si c'est pas toujours la bonne personne pour les troubles alimentaires parce qu'elle est pas spécialisée, donc c'est vrai que parfois elle a pas tous les entre guillemets tenants et aboutissants des mécanismes des troubles alimentaires qui sont parfois complexes à comprendre. Donc voilà, c'est juste pour vous rappeler que c'est hyper important d'avoir un suivi de santé. Moi-même, j'avais une équipe médicale autour de moi pendant la guérison de mon trouble alimentaire et c'était vraiment pour moi indispensable. Voilà, petit disclaimer terminé. Alors, qu'est-ce que c'est le syndrome de renutrition inappropriée ? Parce que je pense que peut-être que vous avez déjà entendu pas mal de choses dessus, il y a des choses qui font quand même un peu peur aussi, donc je vais vous donner vraiment tout le contexte pour vous expliquer ce que c'est, que vous compreniez bien. Alors déjà ce terme, il a été utilisé pour la première fois dans un contexte de Seconde Guerre mondiale pour parler en fait des victimes des camps de concentration. Parce que les victimes des camps de concentration, ils ont subi pendant une longue période de la restriction malheureusement qui était forcée, où du coup ils répondaient pas du tout à leurs besoins, ils avaient des apports qui étaient bien en deçà de leurs besoins, et du coup lorsqu'ils sortaient des camps, ils se sont mis à remanger des grandes quantités puisqu'ils étaient affamés, normal. C'est aussi quelque chose d'ailleurs que je parle dans mon dernier épisode, l'épisode 13, où je parle de l'expérience de la famine menée dans le Minnesota. À cette époque-là, la médecine n'était pas aussi évoluée qu'aujourd'hui, et donc malheureusement, il y a certaines de ces personnes qui sortaient des camps qui sont décédées justement en remangeant, suite à un SRI en fait justement. Et moi je me rappelle très bien que j'ai appris ça, c'était mon prof d'histoire qui me l'avait dit quand j'étais en première, donc au lycée. Il avait dit ça m'a tellement choquée que je peux vous dire vraiment la place où j'étais dans cette salle de classe quoi. Je me dis oh là là, les pauvres ils ont déjà survécu des mois dans des camps et puis quand ils sortent ils en meurent. Malheureusement la médecine n'était pas aussi évoluée à cette époque-là qu'aujourd'hui. On a de la chance aujourd'hui d'avoir eu beaucoup de choses qui ont évolué en médecine, de savoir beaucoup mieux comment le corps réagit notamment suite à de la malnutrition. Ce qui permet d'ailleurs de prévenir justement les syndromes de renutrition inappropriés. Donc un syndrome de renutrition inappropriée, en fait c'est une réponse corporelle chez les personnes qui souffrent justement de malnutrition et qui augmentent d'un coup leur apport nutritionnel calorique, soit volontairement de façon orale, ou par sonde, ou par perfusion intraveineuse. D'ailleurs, c'est pas dédié entre guillemets aux patients qui souffrent de troubles alimentaires, ça peut vraiment être chez des personnes tout autres qui ont connu de la malnutrition, donc notamment des personnes qui sont alcooliques ou après un cancer ou n'importe quelle maladie en fait qui a occasionné une malnutrition, que ce soit voulu ou non voulu par la force des choses. Je donnerai plus tard les facteurs de risque qui déclenchent un SRI,
Mais avant d'aller plus loin, je tiens quand même à préciser que le syndrome de neuronutrition, c'est quand même un phénomène qui est très rare. Je dis ça parce que je pense qu'il y en a pas mal d'entre vous qui ont peur et que c'est même vous bloquer dans le chemin de la guérison, que peut-être que vous avez peur du coup de remanger, parce que vous avez peur justement de créer ça. Après, c'est pas parce que c'est rare que ça doit pas être pris au sérieux et c'est pas parce que c'est rare que ça n'arrivera pas. On dit tout le temps que ça arrive qu'aux autres jusqu'à ce que ça nous arrive à nous-mêmes. Et puis, c'est l'une des complications les plus graves qui peut arriver pour les patients atteints de TCA, notamment d'anorexie. Et puis ça peut même être mortel, donc c'est sûr que c'est quelque chose en effet où il faut être très vigilant, où il faut avoir conscience que ça existe, mais il faut pas développer une phobie de ça, il faut pas en avoir peur, et puis vraiment la meilleure chose pour être rassuré, c'est vraiment, encore une fois, d'être accompagné par des professionnels qui puissent superviser votre santé, qui puissent voir comment votre corps réagit face à la réalimentation. Donc qu'est-ce qui se passe dans votre corps pour que ça déclenche un SRI justement ? C'est là qu'on en arrive justement aux explications qui sont bien médicales et assez complexes, à moins que vous ayez fait des études là-dedans ou que vous connaissez hyper bien ça. Mais du coup, moi je vais quand même essayer de vulgariser le plus possible les choses pour que ça soit le plus compréhensible possible. Après, si vous voulez en savoir plus, comme je disais, j'ai mis toutes les sources dans la description. Donc vous pouvez, mais après, à mon avis, vous n'êtes pas genre obligé de connaître exactement ce qui se passe dans votre corps pour savoir que c'est grave. Mais si vous voulez, pas de problème. Donc je vais partir d'un corps en bonne santé. Un corps en bonne santé, donc quand vous n'avez pas de troubles alimentaires, il décompose les aliments qu'il ingère, il les convertit en énergie pour faire fonctionner le corps. Donc les cellules, les organes, pour les tissus, etc. Et là, on dit que le corps il est dans un état anabolique. Mais lorsque le corps est restreint, donc qu'il reçoit beaucoup moins de nourriture, qu'il ne peut pas répondre à ses apports nécessaires pour vivre correctement, du coup, il a beaucoup moins d'énergie. Sauf qu'il a besoin d'énergie pour survivre, donc il va devoir faire des changements corporels, notamment décomposer par exemple ses propres muscles pour les convertir en énergie. En fait, il va trouver de l'énergie en lui-même. Et là, on dit que le corps, il est en état catabolique. Donc c'est certainement ton cas si tu souffres d'un trouble alimentaire qui est restrictif. De plus, le corps, il développe des carences et il va épuiser du coup des stocks, notamment en minéraux, en vitamines, en nutriments, qui sont hyper importants pour son bon fonctionnement. Et d'ailleurs, les éléments que je vais vous citer là, c'est ceux qui vont notamment impacter le syndrome de renutrition inappropriée, donc c'est les taux de potassium, de thiamine, glucose, phosphore, magnésium, sodium et azote. Voilà, vous n'avez pas besoin de tous les connaître non plus, mais je vous les donne quand même. Lorsque le corps il est à nouveau renourri, donc dès qu'il retrouve de l'énergie, il sort de la restriction et donc là il revient à son état normal entre guillemets, donc son état anabolique. Sauf que le passage de catabolique à anabolique occasionne un changement trop brutal qui peut entraîner des changements métaboliques et hormonaux. Et en gros, si j'ai bien compris, la réalimentation, elle entraîne une augmentation d'insuline qui est due à une augmentation des glucides. Du coup, ça stimule la synthèse de glycogène qui nécessite l'utilisation des vitamines et minéraux dont on a parlé avant et dont les stocks étaient justement épuisés ou presque. Et de ce fait, des changements s'opèrent au niveau métabolique, ce qui entraîne un déséquilibre électrolytique et hydrique. Et du coup de là, le corps il connaît une diminution brutale du phosphate, du potassium, du magnésium, alors que c'était déjà des éléments qui étaient en carence. Voilà, je l'avais dit, c'est très compliqué, franchement, je sais même pas si vous avez tout suivi. Parfois, je pense que c'est plus simple de lire les choses pour bien comprendre. Donc, il y a mon article de blog si vous voulez le lire, mais comme je dis, vous n'avez pas besoin de connaître exactement tous les termes, juste comprendre que le fait qu'il y a des changements métaboliques qui peuvent se faire lorsque vous passez de catabolique à anabolique, et du coup ça a des impacts sur votre corps, en gros. Mais t'as pas besoin de connaître exactement pour te renourrir en toute sécurité. Je vais te donner les symptômes aussi. Après, attention, c'est des symptômes, c'est une liste que je te donne, elle est non exhaustive. Aussi, je pense que ça dépend de beaucoup de choses, ça dépend de ton état de malnutrition, ça dépend de chaque personne, et je pense pas qu'il faut avoir tous ces symptômes-là pour avoir le SRI. Encore une fois, je suis pas médecin, je te donne juste un peu une conclusion vulgarisée des lectures. Les symptômes, c'est une grande fatigue. Je pense que c'est vraiment une fatigue très importante parce que tu vas me dire, mais moi je suis fatiguée. Mais moi aussi j'étais extrêmement fatiguée. Mais voilà, il y a aussi le fait de se sentir faible, d'avoir de la confusion, de la désorientation, une irrégularité des battements du cœur, des difficultés respiratoires, une pression artérielle qui est élevée, des œdèmes et voire même tomber dans le coma. Dans tous les cas, tous ces symptômes, ils sont super graves, et encore une fois, je vais le dire hyper souvent dans cet épisode, mais c'est hyper important, je te conseille encore une fois d'en parler avec un médecin, pour que vraiment ta santé, elle soit sous surveillance, c'est vraiment très important en fait. Faut pas oublier qu'on a qu'une santé et qu'on a qu'une vie. Au moindre doute, vaut mieux en fait, même si t'as des doutes, même si tu vas voir ton médecin pour rien, vaut mieux aller le voir pour rien,
que ne pas le voir et que ce soit trop tard. Il vaut mieux prévenir que guérir, comme disait ma grand-mère. Quels sont les facteurs de risque à développer un syndrome de renutrition? Donc là, pareil, je vais donner des critères, plutôt des facteurs de risque qui ont été énumérés du coup dans les différentes sources que je vous mets en description. Du coup, souvent, les facteurs de risque, c'est les patients qui souffrent d'anorexie mentale, qui ont un IMC inférieur à 16, qui ne s'alimentent plus ou peu, puisqu'il y en a qui parlent de 1000 calories par jour, moins de 1000 calories par jour, depuis 5 à 10 jours. Les patients aussi qui recourent à la purge, donc notamment les diurétiques, les laxatifs. Les patients qui présentent des résultats sanguins avec de faibles taux de magnésium, phosphate et potassium. Et puis les patients qui ont connu une perte de poids rapide ou qui ont un antécédent aussi avec l'alcool, la chimiothérapie ou l'insuline. Donc je tiens à préciser par contre, un truc très important, c'est qu'il ne faut pas être dans un état de malnutrition sévère ou en insuffisance pondérale pour déclarer un SRI. Je veux dire que si tu consommes moins de 1000 calories par jour pendant 5 à 10 jours, puis d'un coup tu passes à 3000 calories, ça va être trop brutal pour ton organisme. C'est pas une question d'intensité ou de poids, tout simplement parce que ton corps, en fait, il est juste plus habitué à recevoir cette quantité dans l'alimentation que tu lui donnais. Le SRI, il survient généralement les premiers jours de réalimentation. Donc certaines sources parlent de 24 à 72 heures, d'autres 5 jours, donc on va dire de 24 heures à 5 jours. Mais apparemment, si ça fait plus longtemps que tu te réalimentes, les dangers sont beaucoup plus faibles, voire inexistants de développer un SRI. Encore une fois, je pense que je vais le répéter 10 fois, je te conseille fortement d'avoir un suivi avec un médecin. C'est lui seul vraiment qui saura surveiller ton état de santé. Comment on peut prévenir le développement d'un SRI? Du coup en ayant un suivi par une équipe médicale, pour avoir notamment une surveillance avec des analyses régulières de ton sang, de tes électrolytes, de tes liquides, etc. Ensuite, les sources de données indiquent également que la réintroduction de l'alimentation, elle doit être faite progressivement. C'est effectivement ce que j'avais eu moi lorsque j'étais hospitalisée, c'est-à-dire que le nombre de calories, il était augmenté par palier de 100 à 200 calories, il me semble, tous les 2-3 jours. Après, là, je dis pas qu'il faut faire exactement comme ça. Déjà, je déconseille fortement de compter les calories. Donc, c'est plus de faire avec un repère visuel, mais d'augmenter en effet petit à petit, donc tous les 3 jours. Et moi, en effet, tous les 2-3 jours, j'avais des analyses en fait pour voir en même temps qu'on réaugmentait si mon corps réagissait bien. Et si c'était le cas, du coup, on maintenait l'augmentation. J'explique juste comment c'était à l'hôpital, là où est-ce que j'ai été hospitalisée, et je dis pas il faut faire comme ça. L'idée, c'est d'augmenter par palier, jusqu'à atteindre 2000 calories en effet, mais pareil, l'idée c'est pas de compter, t'es pas une machine, donc c'est d'augmenter petit à petit jusqu'à ce que tu répondes aux besoins de ton corps. 2000 calories, évidemment, c'est un minimum. En guérison, on parle toujours de minimum. Déjà, j'aime pas trop donner des chiffres, mais je donne les chiffres qui ont été aussi indiqués dans les sources de données. Et donc, ça doit se faire approximativement sous 10 jours. Évidemment, tout ça, c'est de la théorie dans les revues scientifiques. Après, en effet, c'est ce qui était fait à l'hôpital. Mais voilà, j'ai pas envie que vous vous mettez à compter les calories, etc. J'ai pas du tout envie que ça incite à ça. Moi, je faisais pas ça. Moi, j'ai eu ça parce qu'à l'hôpital, c'était fait, mais on me le faisait à ma place. Ça, c'est un autre sujet, mais c'est important aussi pour moi de le dire. Encore une fois, le mieux, c'est d'avoir un suivi avec des médecins, et notamment pour ta nutrition, avec des diététiciens qui sauront gérer aussi ça, plutôt que tu te le rajoutes en source de stress pour toi, tu vois. Il me semble aussi qu'à l'hôpital, j'avais des compléments de vitamines pour aider le corps en fait à se remettre en route en gros, donc tu peux aussi prendre des compléments, mais pareil, prends pas non plus n'importe quoi, demande vraiment un avis médical. Après, je peux pas te dire comment tu dois faire exactement, puisque évidemment c'est au cas par cas, je te connais pas, je sais pas qui tu es exactement, ça prend énormément de paramètres en compte, c'est personnalisé, ça dépend de chacun. Je dis tout le temps, les troubles alimentaires sont des maladies générales, mais il y a autant de cas que de personnes qui en est malade. Même s'il y a des similitudes, le chemin de guérison, il est propre à la personne. Et du coup, moi, est-ce que j'ai fait un syndrome de renutrition inapproprié ? Franchement, je suis presque sûre qu'il y a des contenus sur mon blog où j'ai dû dire que oui. Il y a des personnes à qui j'ai dû dire que oui aussi. Mais parce que très sincèrement, j'y croyais et je suis presque certaine qu'on me l'a dit. Je vais raconter toute mon histoire mon histoire, pas toute mon histoire sur les troubles alimentaires, mais mon histoire par rapport à ça, à ce sujet auquel on est en train de parler, pour que vraiment vous ayez tous les tenants et les aboutissants et que vous compreniez pourquoi je pensais en avoir eu un. Donc, je me souviens très bien de ce jour-là, avec vraiment beaucoup de précision. C'était le 25 mai 2017, c'était un jeudi, et c'était l'Ascension, donc c'était férié, et franchement, heureusement, parce que sinon j'étais dans mon appartement à Lille tout seul, et là, comme c'était férié, j'étais la journée chez mes parents. Donc je sais pas si la vie est bien faite, ou si c'est mon corps qui a compris que ce jour-là, il pourrait demander de l'aide parce qu'il était pas seul, mais en tout cas, c'est arrivé ce jour-là.
Une précision importante à apporter pour comprendre aussi l'histoire, c'est que 3 jours plus tôt, j'avais été dans la nuit déjà aux urgences parce que j'avais été prise de douleurs atroces au niveau de l'estomac. C'était d'ailleurs une expérience assez catastrophique à cet endroit-là, à cet hôpital-là où j'avais été, parce qu'ils avaient perdu mes analyses, j'ai dû les refaire pour qu'au final ils me disent que j'avais une gastro. Et je me rappelle que je suis sortie avec un mal de ventre horrible, mais je voulais même pas leur dire. Et je leur ai pas dit d'ailleurs parce que c'était tellement horrible l'expérience que j'avais vécue, ils avaient tellement l'air pas quali que je voulais sortir de là quoi. Et du coup le mercredi, le mal de ventre, donc la veille de ce jour-là, du 25 mai, j'ai eu mal au ventre dans l'après-midi. Je me rappelle que j'avais appelé ma mère en lui disant punaise maman, je suis dans la rue, j'arrive presque plus à marcher tellement j'ai mal au ventre. Donc j'avais déjà eu un peu des signes précurseurs. Bref, à ce moment-là, j'étais étudiante en master 1 en école de commerce et alternante en même temps, donc j'avais un rythme de vie assez intense et ce jour-là, jour férié, évidemment, j'avais prévu de bosser mes cours. Je m'autorisais pas de repos à ce moment-là, à tort évidemment. Et du coup, je me lève tôt, comme d'habitude, même si c'est férié. Et je suis le genre de personne qui se lève vraiment au premier retentissement de son réveil, mais pas ce matin-là. Je m'étais même surprise en fait à appuyer sur le bouton réveille-moi dans 10 minutes, enfin le truc qui te réveille 10 minutes après ou quelques minutes après. Et du coup, quand ça ressonne, là j'éteins mon réveil et je me rappelle que je me relève doucement dans mon lit. Je me suis dit, juste avant de vraiment mettre mes pieds par terre, de me relever, je me suis dit, bon allez Mathilde, tu peux le faire, t'as que quelques pas à faire jusque dans la cuisine, t'en as pour 10 pas à peine. Allez, prends sur toi, ça va aller. Vraiment, c'est la première fois que j'étais dans cet état-là. C'est la première fois parce que, comme je dis, je suis une personne très vive, même à 6h du matin, quoi. Quand je suis réveillée, je suis réveillée. Et là, vraiment, j'ai compris ce matin-là qu'il y avait un truc qui allait pas. C'était différent d'habitude. Je me rappelle que je me suis dit, merde, ça y est, mon corps, il est en train de me lâcher. Ils avaient raison, les médecins. Vraiment, je me suis dit ça, en fait. Quand je souffrais d'anorexie, je voulais pas que mes parents s'inquiètent pour moi. Je voulais qu'ils me laissent tranquille. Et donc, du coup, généralement, je leur disais rien. Mais ce matin-là, la première chose que j'ai dit en me levant, donc mes parents, ils déjeunaient dans la cuisine, donc j'arrive dans la cuisine et je leur dis, je me sens pas bien du tout. J'ai dû le dire sur un ton où vraiment c'était sincère quoi, et je me rappelle que mes parents se sont regardés en mode oh oh. Et en fait je pense que ce jour-là, j'ai été pris d'une peur, la peur de mourir. Du coup en fait, j'ai décidé de manger exactement comme mes parents. Donc d'habitude avant le matin, je mangeais un yaourt et une demi-pomme à ce moment-là, c'était clairement pas assez. Je vais pas te dire trop de détails parce que je veux pas non plus que vous comparez, mais c'est pour vous donner un peu un ordre de grandeur. Puisque du coup ce jour-là, j'ai mangé un bon bout de baguette avec du Nutella, ce qui était pas du tout trop, mais par rapport à ce que je mangeais avant, c'était complètement différent pour mon système digestif qui était ralenti, etc. quoi. Du coup j'ai eu très très mal au ventre très vite. Donc je suis partie m'allonger dans mon lit où en fait je travaillais sur mes cours, sauf que j'arrivais pas trop à me concentrer sur mes cours, alors que d'habitude pareil, je suis une bosseuse, j'étais direct focus sur mes cours, etc. Là j'arrivais pas, il y avait encore un truc qui était différent d'habitude. Et j'avais vraiment l'impression que mon corps était en train de me lâcher. Je me rappelle que j'envoyais des messages à ma sœur en lui disant que ça y est, je prenais conscience que vraiment il fallait que je me soigne. Et il me semble même que franchement dans un message, je lui ai dit, j'ai même peur qu'il soit trop tard. Arrivé l'heure du midi, même chose qu'au petit déjeuner. J'ai pris exactement la même chose que mes parents. Ma mère, elle avait préparé genre de la viande de bœuf, je crois, avec des lentilles et des légumes. À cette époque-là, je mangeais quasiment que les légumes, tout le reste je mangeais pas. Et là, j'ai essayé vraiment de manger comme mes parents, mais j'y arrivais pas. Et c'était pas par peur des aliments, c'est vraiment parce que j'arrivais pas, physiquement parlant, mon estomac n'arrivait pas, quoi. J'avais beaucoup trop mal au ventre. Je me forçais, mais vraiment, c'était compliqué. La douleur, elle s'intensifiait. Ma mère, elle m'a aidée à marcher jusque dans mon lit. Mais là, je hurlais de douleur tellement c'était insupportable. Vraiment horrible. Un mal de ventre comme j'ai jamais eu de ma vie. Et je pense qu'aux alentours de 14h, c'était peut-être quand même avant, mais ma mère, à un moment, elle a dit à mon père, bon allez, on va aux urgences. Du coup, là, on n'a pas été aux mêmes urgences que j'avais été 3 jours plus tôt, heureusement. Et ces urgences, elles étaient à genre 15 minutes de chez mes parents, mais tout au long de la route, j'avais horriblement mal. Je me rappelle que je disais à mon père, fais gaffe, genre sur les dodanes ou dans les ronds-points ou quoi, de pas être trop brutal, parce que c'était horrible. J'arrive aux urgences, les urgences, bah c'est pas fun, mais en plus un jour férié, ça allait encore moins. Enfin, franchement, j'avais vraiment l'impression qu'il y ait moins de personnel. Je sais pas si c'est possible, mais c'est vraiment l'impression que j'avais. Arrivé aux urgences, j'ai commencé à vomir, mais de façon involontaire, c'est-à-dire que c'était tout seul, quoi, c'était pas moi qui le voulais. J'étais allongée dans un brancard et je me sentais de plus en plus faible. J'ai l'impression que mon cœur, vraiment, il s'essoufflait.
Et je crois avoir le souvenir qu'une infirmière est venue poser une pastille rouge sur mon dossier. Et ce qui fait que je suis passée un peu en priorité, puisque je suis arrivée après plein de gens et je suis passée devant eux. Et je vomissais en vrai beaucoup, régulièrement quand même. Pas énormément, mais c'était vraiment, on voyait que c'était un effort pour mon corps. Et à chaque fois que mon corps vomissait, je sentais que je m'épuisais. J'avais l'impression qu'à chaque fois, mon cœur il ralentissait un peu plus. Et j'avais tellement mal au ventre. Mais vraiment, c'était hyper dur. Et ce jour-là, vraiment, je pense que à ce moment-là, j'ai cru que j'étais en train de mourir. Vraiment, dans ma tête, je me suis dit, punaise, les médecins, ils avaient raison, on peut mourir de l'anorexie, quoi. Je me suis dit, j'ai l'impression de me prendre une claque dans la gueule, quoi. Alors que la veille, j'étais en train de bosser dans l'entreprise où j'étais en alternance, je marchais dans la rue, ok, j'avais mal au ventre, mais jamais j'aurais cru que, genre, le lendemain, moins de 24 heures après, je serais aux urgences en train de vraiment agoniser. Et je me rappelle que même je disais à mes parents que c'était pas de leur faute, qu'ils avaient tout fait pour m'aider, enfin, vraiment, je leur disais au revoir, en fait. Et bon, du coup, spoiler alert, c'était pas mon heure, sinon je serais pas en train de vous parler là et de vous raconter ça. Mais franchement, ça a été très long avant qu'ils trouvent ce que j'ai, puisque il me semble que c'est vers 2h du matin qu'ils ont trouvé ce que j'avais, qu'ils ont posé un diagnostic du moins, après des prises de sang, des radios, etc. J'avais quand même un peu moins mal au ventre qu'à la base, puisque en fait le fait que mon corps ait vomi, je pense que j'avais moins de choses dans le système digestif, donc c'était moins douloureux. Et à ce moment-là, j'étais dans un état, je comprenais pas tout ce que les médecins disaient, et j'étais très fatiguée aussi. Mais en fait, j'ai compris que ce qui m'arrivait, c'était suite à mon anorexie, c'était suite aussi à la réalimentation d'un coup que j'avais eu dans la journée. Et je suis presque certaine, franchement, qu'on m'a parlé de syndrome de renutrition. Donc c'est pour ça qu'en fait, je pensais que j'en avais fait un. Mais en fait, quand j'ai préparé l'article de blog et cet épisode de podcast, du coup, je suis retournée dans mon dossier hôpital anorexie. J'ai un dossier comme ça, et dedans, j'ai aussi des courriers qui ont été faits lorsque je sortais des différents services où j'avais été. Et en fait, dessus, c'est écrit, je vous le lis, c'est « On note un syndrome de la pince aorto-mésentrique suite à une réalimentation en raison d'une dilatation gastro-duodénale. » En lisant ça, j'ai été voir sur internet qu'est-ce que c'est un syndrome de la pince aorto-mésentérique. Déjà, le nom, il est hyper long. Et apparemment, du coup, c'est un syndrome qui est assez rare, qui peut subvenir chez des patients en dénutrition sévère ou en conséquence d'un hypercatabolisme, notamment pour les personnes qui ont connu une chimiothérapie, par exemple, ou une chirurgie lourde. En fait, c'est une obstruction duodénale secondaire à une pince anatomique acquise due à la compression du troisième duodénum par l'artère mésentérique supérieure et l'aorte en arrière due à la disparition du tissu graisseur périvasculaire. Waouh, genre cette phrase elle est méga longue et méga compliquée, même moi en la lisant je l'ai même pas encore compris. Voilà, c'est beaucoup de mots très compliqués, clairement cet épisode a beaucoup de mots compliqués, désolée, mais duodénum, franchement je l'avais entendu dans cette nuit du 25 au 26 mai, dans la bouche des médecins aux urgences quoi, sauf que clairement, je vous jure, j'avais entendu duodégnum, comme un gnome quoi. Mais là j'en rigole pour aussi vous faire sourire parce que c'est quand même un sujet très lourd. Mais clairement à ce moment-là j'en rigolais pas et c'était pas du tout une partie de plaisir, c'était vraiment un moment très très difficile de ma vie. D'ailleurs j'ai eu une sonde pour aspirer en fait, entre guillemets, ce qui était bouché du coup dans mon système digestif. Mais en fait c'était pas certain que ça marche. C'était pas comme une sonde alimentaire, c'était un peu plus gros. C'était très douloureux d'ailleurs à la pause. Et j'ai eu ça quelques jours. Donc je suis restée quelques jours aux urgences à ce moment-là. Heureusement ça a marché parce que je sais que sinon ils avaient parlé à mes parents qu'il faudrait m'opérer et ils avaient dit à mes parents que c'était quand même assez risqué vu que j'étais quand même en insuffisance pondérale et que mon corps était épuisé. Mais très bien ça a marché, l'aspiration par la sonde. Et du coup, à la suite de ces quelques jours aux urgences, j'ai été transportée en réanimation pendant une dizaine de jours, où j'ai été alimentée du coup par une sonde alimentaire cette fois. Donc en gros, ils ont échangé les sondes. Et après ça, moi j'ai demandé à être hospitalisée en service des troubles alimentaires, où là j'ai eu, comme j'expliquais avant, une réintroduction de mon apport nutritionnel progressivement, et sous la surveillance des médecins pour voir si mon corps réagissait bien à cette réalimentation. Donc vous voyez, c'est pas un syndrome de renutrition à proprement parler apparemment, mais c'est vrai que je trouve que ça y ressemble du fait que en effet c'est suite quand même à la réalimentation et dû aussi à la malnutrition qui a été causée par l'anorexie. Mais après apparemment je suis pas médecin, donc si ils sont pas écrit ça, c'est que certainement que c'était pas ça. Donc voilà, j'ai terminé cet épisode-là. J'espère ne pas vous avoir fait trop peur, j'espère que vous avez compris aussi les choses, que c'était pas non plus trop compliqué. J'ai essayé de vraiment
vulgarisé, mais en donnant quand même des informations qui sont vérifiées. Mon but, c'est vraiment pas de vous faire peur. Comme je vous rappelle, c'est vraiment un phénomène qui est rare, mais c'est pas parce que c'est rare que c'est genre exceptionnel. Donc du coup, c'est quand même important d'être conscient que ça existe. Important, je redis, d'avoir des médecins, une équipe de médecins qui vous surveillent, qui supervisent votre santé. C'est vraiment hyper important. Souvenez-vous que vous avez qu'une vie, qu'une santé. Donc voilà, et puis je vous retrouve d'ici 15 jours, je pense, pour un autre épisode de podcast. Merci d'avoir écouté, ciao ciao.